Aussi fascinant qu'agaçant, homme d'honneur mais impitoyable, amoureux du football avant tout, perdant éternel, génie pour certains, Marcelo Bielsa a marqué et continue de marquer l'histoire du football. Depuis son banc de touche ou sa glacière fidèlement installée au bord de la pelouse, l'Argentin s'est forgé une légende, sans jamais remporter de trophée majeur. Retour sur l'histoire d'un entraîneur tellement passionné qu'un jour d'août 2018, ses joueurs à Leeds ont été obligés de ramasser pendant plusieurs heures des détritus pour prendre conscience des valeurs du travail. Portrait de celui qu'on surnomme depuis plus de 25 ans El Loco, le fou, Marcelo Bielsa. En Argentine, la métropole de Rosario est bien connue pour avoir donné naissance à des stars du football. Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Javier Mascherano, Ángel Correa, Ezequiel Lavezzi et surtout Lionel Messi y ont vu le jour. Mais bien avant, un 21 juillet 1955, un certain Marcelo Alberto Bielsa Caldera ouvre les yeux pour la première fois. Et pourtant, rien ne pouvait prédire à ce fils d'avocat, petit-fils d'homme politique, frère d'un futur ministre des Affaires étrangères et d'une future vice-gouverneure de la province de Santa Fe, qu'il deviendrait une icône du football populaire. Rien, sauf peut-être le destin, celui qui a conduit ce garçon à la jeunesse aisée vers un ballon de football. Et déjà à l'époque, le jeune Marcelo ne fait rien comme les autres, à l'image du reste de sa vie. À 21 ans, le gamin devient adulte et réalise son rêve en devenant professionnel dans son club de cœur des Newell's Old Boys. Dardo Jara, coéquipier de Bielsa à ses débuts, le décrit en tant que joueur. Il était chargé de couvrir les ailes, mais il essayait toujours de corriger les erreurs des autres, celles des milieux et même des attaquants. Quand il nous donnait une consigne ou une information, il le faisait avec toute sa véhémence. Quand il entrait sur un terrain, il était complètement transformé. Il voulait être le meilleur en tout. Il n'a pas pu être un très bon footballeur, car il lui manquait quelque chose d'inné. Mais quoi qu'il fasse, il le fait toujours pour être le meilleur. Malheureusement, étant un défenseur moyen et rapidement diminué par son genou, sa carrière de joueur s'arrête 4 ans plus tard, en 1980, après un nouvel échec dans le modeste club de l'Argentino de Rosario. Au lendemain de sa carrière sportive, Bielsa investit toutes ses économies dans un kiosque à journaux. Il se prend alors de passion pour les journaux de son pays, mais aussi internationaux, et enchaîne les revues de presse dès 6h du matin. Il entame ensuite sa reconversion, celle d'un penseur, un tacticien amoureux du football. Professeur de sport, il rentre par la suite dans le staff des All Boys en 1982 et commence à s'occuper des équipes de jeunes. À son arrivée, une tâche lui est alors confiée, trouver les meilleurs jeunes talents de la région. Bielsa prend à cœur cette consigne et divise la province en 70 zones, histoire de dénicher la perle rare. 3 ans plus tard, il est informé par un restaurateur de la petite ville de Murphy qu'un certain Mauricio Pochettino, 13 ans, serait sur le point de signer chez les rivaux de Rosario Central. Marcelo Bielsa ne peut alors en aucun cas laisser filer ce garçon, déjà considéré comme un crack, mais tente en vain de le rapatrier dans son club. La nuit tombée à 1h du matin, il se rend au domicile du futur défenseur international argentin. Et puis au bout de 2 heures de discussion, il repart finalement avec son contrat signé. Gabriel Batistuta, également repéré dans les années 80 par El Loco, insiste sur son importance dans sa carrière. C'est le seul entraîneur qui a vraiment laissé une grande empreinte sur moi, le premier vrai entraîneur que j'ai connu, le plus important lors de ma formation. Bielsa sait tout à propos de tout. J'ai commencé à jouer au football avec lui quand il était à Newell's. C'est un amant des tactiques, il fait attention à tous les détails. Je conserve de très bons souvenirs avec lui, comme entraîneur et comme personne. Eduardo Berizzo, légende du football argentin, rejoint lui aussi les All Boys sous Bielsa, un club qui pour l'anecdote a rebaptisé son stade au nom du Loco en 2009 pour lui rendre hommage. Reconnu pour son travail de recherche millimétré durant ses 8 années passées dans les catégories jeunes, Marcelo Bielsa obtient en 1990 les rênes de l'équipe première. À 35 ans, sa nouvelle vie débute. Les débuts de l'Argentin sont alors retentissants, il remporte 2 titres de champion dès ses premières saisons et célèbre son sacre en transe sur les épaules de ses joueurs. Le trentenaire désireux de nouveaux challenges vit ensuite des expériences peu concluantes. D'abord au Mexique, avant un retour en Argentine au Vélez Sarsfield, et alors qu'il avait enfin décidé de franchir l'Atlantique pour rejoindre l'Espagnol Barcelone en 1998, un coup de fil vient chambouler sa vie. Après seulement 6 matchs de championnat, la fédération argentine lui propose en septembre le poste de sélectionneur. Marcelo Bielsa n'hésite pas une seule seconde et fonce vers son rêve, après avoir tout fait pour obtenir sa démission, écartant notamment du groupe un certain Johan Capdevila, futur champion du monde en 2010. Déjà 8 ans que le natif de Rosario est devenu entraîneur, et un constat s'impose déjà, sa diplomatie n'existe pas. Quand Bielsa choisit de quitter une équipe, il le fait, peu importe le regard qui lui sera porté. L'Argentin n'est finalement qu'un simple amoureux du ballon rond. Il bénit d'ailleurs le moindre détail s'accordant au football, ce qui lui vaudra le surnom de Loco, le fou en espagnol. À l'époque déjà, il fait part de son impressionnant savoir sur le jeu et impose une philosophie de combat à ses hommes. Il noue alors une relation spéciale avec ses hommes, comme le décrit son ancien joueur en sélection argentine Diego Simeone,
aujourd'hui entraîneur mythique de l'Atlético Madrid. Bielsa est un génie, celui qui a su le mieux m'expliquer ce qui se passait sur un terrain. Il ne se comporte pas comme un ami, mais sa personnalité est tellement forte qu'il parvient à transmettre ce qu'il veut. C'est le meilleur, car lors de chaque entraînement, tu tires un enseignement important pour le prochain match. Et ce que l'on faisait à l'entraînement se répercutait ensuite en match, ce qui est extrêmement difficile. Ces entraînements se déroulent alors à une intensité jamais vue, si bien que beaucoup craquent à cause des méthodes extrêmes employées. En 2002, la Bicéleste en fait les frais, lors du mondial en Asie. Après une phase de qualification presque parfaite, l'Argentine installée dans un 3-4-3 totalement porté vers l'attaque, s'impose alors comme l'une des meilleures équipes du monde. Les hommes de Bielsa font office de favoris à l'aube de l'échéance, mais épuisés par l'intensité des entraînements et surprise par l'opposition, l'équipe de Bielsa est éliminée dès le premier tour. El Loco impuissant reste pourtant fidèle à ses valeurs, mais surtout à ses choix. Une polémique éclate alors sur son refus d'aligner ensemble ses deux attaquants stars, Hernán Crespo et Gabriel Batistuta. Les médias argentins n'hésitent pas alors à qualifier cette campagne de honte nationale, et alors que tout le monde le voyait dehors comme n'importe quel entraîneur défaillant, le natif de Rosario parvient à garder son poste, avant de remporter 2 ans plus tard le tournoi olympique en 2004, avec la génération emmenée par Carlos Tevez. Ce titre reste d'ailleurs à ce jour le dernier de sa carrière. Une carrière qu'il a vu prendre des décisions pour beaucoup insensées. Un mois seulement après son sacre à Athènes, Bielsa démissionne et surprend toute l'Argentine. El Loco reste alors fidèle à son surnom et prend une décision radicale en trouvant l'isolement dans un couvent. Pendant 3 mois, il réfléchit et prend du recul sur ce qu'il vient de vivre. Je n'avais ni portable ni télé, j'allais bien. Je suis parti au bout de 3 mois parce que je parlais tout seul, je devenais cinglé. 2 ans plus tard, en 2006, alors qu'il voyage à travers le monde pour mieux comprendre le football international, Pep Guardiola vient le rendre visite à Rosario. Après un barbecue savouré aux alentours du stade des Newell's Old Boys, les deux hommes échangent à propos de leur vision du football pendant 11 heures. Au bout de cette rencontre, le Catalan demande à son modèle pourquoi un amoureux du jeu est-il présent dans un monde aussi hypocrite et sélectif que le football. L'Argentin lui répond que sa passion est encore beaucoup trop forte pour son sport, comme un amour fou qui l'empêche de s'en défaire. Guardiola se dit encore aujourd'hui marqué par cette longue conversation. On est devant le meilleur entraîneur du monde, son style de jeu est totalement honnête, il se moque de gagner ou de perdre. Ses joueurs ne laissent aucun espace à l'adversaire pour respirer. Bielsa fera progresser chaque équipe qu'il dirigera. Véritable fils spirituel d'El Loco, Mauricio Pochettino n'hésite pas à louer ses qualités d'entraîneur, mais aussi d'homme. J'aime Marcelo Bielsa, il est comme mon père. Mon affection et mon amour pour lui sont sans faille. Ce n'est pas un mentor, mais plutôt un des entraîneurs qui m'a le plus inspiré lorsque j'ai décidé de devenir manager. En manque de son football, et conscient que sa carrière peut encore décoller, l'Argentin atterrit au Chili en 2007. Il reprend alors une équipe nationale plombée par les conflits en interne, et privée de Coupe du Monde depuis 10 ans. Marcelo Bielsa révolutionne la Roja et fait construire des terrains d'entraînement avant d'installer une chambre à côté où il y vivra jusqu'à la fin de son mandat. Inscrit en cours de yoga, il impose plusieurs séances à ses joueurs, du jamais vu. Juste avant le mondial 2010, il pousse ses joueurs dans leur retranchement en organisant 2 matchs amicaux dans la même journée. Au final, la Roja s'impose 2 fois, contre l'Irlande du Nord et Israël, sans encaisser le moindre but. A l'inverse de 2002 où son équipe n'avait pas tenu le choc physiquement, la Coupe du Monde 2010 est une franche réussite pour Marcelo Bielsa. Ses hommes s'inclinent en 8e de finale face au Brésil de Kaká. Le Chili acclame alors en héros son sélectionneur à son retour au pays. Bielsa est adulé et considéré comme un maître de son art grâce à sa philosophie de jeu. Un 3-4-3 osé, tout pour l'attaque, un surnombre omniprésent et un combat permanent dans les duels. Mais 1 an plus tard, alors que tout semblait bien fonctionner pour lui, le président de la fédération Harold May Nichols est licencié. El Loco voit cet acte comme une trahison et quitte à son tour le navire, car pour lui rien ne vaut plus que l'honneur et la loyauté. Quelques mois passent et Bielsa reprend rapidement du service. L'Athletic Bilbao l'engage sans hésiter en 2011. L'Argentin se charge alors de révolutionner le club basque, dépourvu d'une attaque efficace. Et c'est un succès sans nom pour l'entraîneur argentin, qui emmène les siens jusqu'en finale de la Ligue Europa et de la Coupe du Roi. Malheureusement, dans la même semaine, l'Athletic est balayé en C3 face à l'Atlético et en coupe contre le Barça de son ami Guardiola. 2 défaites 3-0, dont El Loco se tient encore responsable. C'est inadmissible d'avoir le soutien de toute une ville et de tout laisser tomber. J'ai sincèrement honte d'avoir déçu les fans de l'Athletic Bilbao. C'est un échec de perdre ainsi, et j'en assume l'entière responsabilité. Pourtant, Bielsa semblait avoir préparé son coup à la perfection. Lors d'une causerie à Leeds, le natif de Rosario avoue même avoir envoyé à Pep Guardiola, le lendemain de la défaite en Copa del Rey, son analyse du Barça. L'actuel entraîneur de Manchester City lui répond alors qu'il connaissait bien mieux le club catalan que lui-même. Et encore une fois,
Après un échec si proche du but, Bielsa démissionne. La saison suivante après de piètres performances causées par des joueurs épuisés des entraînements. Les bagages pliés, El Loco attend 1 an avant de retrouver des affaires. En 2014, l'Argentin est approché par l'Olympique de Marseille et choisit d'y signer pour 2 ans. Le natif de Rosario prend les commandes d'une équipe décevante la saison passée et ruinée par les problèmes en interne. En quelques jours seulement, il impose alors sa philosophie de vie. Concernant son staff, s'il te dit que tu dois placer un plot à 10 mètres et que tu le places à 11 mètres, peut-être qu'à cause de ça, tu ne seras pas sélectionné dans le groupe pour aller en déplacement avec l'équipe. Son staff devait bien travailler à la semaine pour être dans le groupe. Le premier match de la saison qu'on a fait, c'était un amical, et on est parti qu'avec un seul docteur. Il ne parlait même pas notre langue, il n'y avait même pas d'entraîneur adjoint. Raconte Benjamin Mendy, ex-latéral gauche de l'Olympique de Marseille. Replié sur son espagnol agressif, mais toujours caractérisé par une passion digne de la folie, Bielsa n'est pas toujours courtois, se montrant froid au premier abord et restant fidèle à ses principes. Les jours de match, les joueurs sont conviés à de longues séances vidéo pour comprendre leurs erreurs de la rencontre précédente. Depuis sa célèbre glacière installée au bord de la pelouse, il boit son café et gronde ses joueurs pour les replacer au millimètre près. Pour illustrer, Bielsa ne fait pas qu'entraîner, il contamine ses joueurs de sa passion. Un jour, il arrache même un brin de pelouse et demande à ses joueurs de le respecter tout autant que le football. Des méthodes pas toujours appréciées, mais respectées à la lettre grâce à l'éternelle autorité de l'Argentin. Collectivement, dans le jeu avec ballon, c'était exceptionnel. Il nous a appris des schémas de jeu incroyables. Attention, on travaillait ces schémas toute la semaine, tous les jours, pendant 2 heures. C'était très compliqué. Mais une fois sur le terrain, le week-end, chaque joueur savait où il devait aller et quelle course faire. Ça, c'était vraiment impressionnant. Explique Florian Thauvin à propos de son coach de l'époque. Son exigence pousse d'ailleurs les membres de la cellule vidéo à vérifier les moindres failles de ses adversaires. Un jour, il ne prend que quelques secondes pour voir que le jeu long est le point faible du club déviant en Gaillard. Il demande alors à son équipe technique de décortiquer toutes les erreurs du club savoyard. Le jour du match, Marseille ouvre le score dès l'entame sur un jeu long achevé par André-Pierre Gignac. Une chose est sûre, le grand Marcelo se trompe rarement, mais son 3-3-1 ultra offensif ne tient à l'époque que 5 mois. Après une première partie de saison exceptionnelle, marquée par le titre honorifique de champion d'automne devant Paris et Lyon, les choses se compliquent sérieusement après la trêve hivernale. Car si le plan de jeu de Bielsa semble fonctionner à la merveille, les équipes de Ligue 1 commencent à le connaître par cœur. Les Olympiens, épuisés par l'intensité du travail demandé par le Loco, chutent à 7 reprises à partir de janvier et tombent finalement à la 4e place au classement. Le résultat final est comme à Bilbao très décevant et loin des attentes au bout de la première partie de saison. Mais peu importe la non-qualification en Ligue des Champions, les supporters font du Loco un mythe et l'illustrent sur presque tous leurs tifos. Marseille est un souvenir inoubliable, le Vélodrome avec ses supporters est une des plus belles expériences que le football pouvait m'offrir. Raconte Bielsa. L'histoire d'amour qui semblait devoir durer prend fin un jour d'août 2015, un peu plus d'1 an seulement après sa prise de pouvoir. Quelques minutes après une défaite dès la première journée de Ligue 1 face à Caen, Bielsa démissionne, une fois de plus, après plusieurs querelles avec son président Vincent Labrune, à qui il reproche de ne pas avoir tenu ses engagements pour le recrutement de plusieurs joueurs. Non, El Loco n'est pas l'entraîneur le plus humain du monde, loin de là. Son amour fou de son sport lui joue souvent des tours, mais il ne s'en plaint jamais. 1 an plus tard, en 2016, il rentre en contact avec la Lazio de Rome et donne un accord de principe avant de demander 4 recrues. Ces joueurs ne seront jamais venus. 2 jours après sa signature, il offre comme seul service une lettre de démission. Malgré les poursuites judiciaires, l'Argentin s'en sort et essaie ensuite de revenir en France, à Lille. Dans le Nord, loin de sa folie marseillaise, il met de côté 10 cadres du LOSC, dont Vincent Enyama, Rio Mavuba, Eder ou encore Eric Botéac, et les force à résilier leur contrat. En quelques semaines, le LOSC chute en bas de tableau et licencie l'Argentin avant de tomber dans une profonde crise. Les Dogs, pénalisés par le passage du Loco, parviennent in extremis à se maintenir en Ligue 1, après un début de saison catastrophique. Lille est le pire souvenir de ma carrière, assure l'Argentin. Pas à cause de la ville, des joueurs, des supporters ou des employés du club. Mon ego a été touché comme ce n'était encore jamais arrivé dans ma carrière. Ce n'est pas non plus à cause des résultats, suffisamment mauvais pour entamer l'estime que j'ai de moi-même, mais parce que j'ai été débarqué par les personnes qui m'avaient embauché, alors que nous avions joué à peine 20% des matchs. Voilà sûrement la part d'ombre de Marcelo Bielsa, un amoureux du football, mais souvent dans l'extrême, ce qui réduit considérablement le lien avec ses joueurs. Ces séances d'entraînement militaires ont souvent raison de ces hommes, qui craquent toujours à une période décisive de la saison. Depuis 2018, Marcelo Bielsa a repris du service. À Leeds, en Angleterre, le tacticien de 64 ans semble avoir retrouvé sa véritable passion et son génie tactique. Le mythique club anglais trouve enfin un nouveau souffle grâce à l'Argentin. Ses joueurs ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient auparavant, dans le jeu et l'esprit. L'esprit, car quelques semaines après son arrivée,
le natif de Rosario les oblige à ramasser pendant plusieurs heures des détritus de la ville pour prendre conscience des valeurs du travail et des efforts fournis par leurs fans pour les voir à chaque match. Plus fou encore, lors d'un barrage d'accession en Première Ligue, Bielsa ordonne à ses hommes de laisser Aston Villa marquer un but car il estimait injuste celui que venait d'inscrire Leeds. Au final, son équipe s'incline et reste en Championship une saison de plus. Mais pour lui, l'essentiel était de respecter le football, jusqu'au bout. Avant la suspension des championnats, Marcelo Bielsa menait Leeds tout droit vers la première division. En tête à 9 journées de la fin, son destin devrait le mener en cas de reprise vers un nouveau rêve, celui de soulever un trophée, pour la première fois en club depuis 25 ans. En plus d'un possible sacre, El Loco solidement installé dans ce club qui l'a transformé pourrait enfin s'installer sur la durée, à moins que sa folie ne fasse encore plus rentrer sa carrière dans la légende du football.